eh bien bonsoir à tous. Nous allons commencer. Le quart d'heure ancien est passé. Je pense qu'on a appelé un petit peu tout le monde là. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'ENSI. Je vais faire une petite présentation de l'ENSI parce que nous avons des personnes qui viennent de l'extérieur pour leur expliquer qu'ici vous êtes dans l'école nationale supérieure de création industrielle, qui est une école qui est l'école la plus importante en design en France. Enfin, on ose le dire, mais excusez-nous. Hein. Les anciens. Donc, elle a été créée en 1982 conjointement par deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie. Et donc, nous formons des élèves en Master 2 en création industrielle et en création textile. À cela sont adjoints des masters de personnes qui viennent en formation continue s'initier au beau monde du design ou développer des choses dans le domaine de la création contemporaine. En fait, cette rencontre à l'invitation a été initiée par le centre de documentation dans lequel vous vous trouvez pour faire découvrir aux élèves des penseurs, des écrits, notre fonds documentaire en fait. Donc celui-là, Design et Care et Pensée du Care, effectivement dans la documentation de l'ENSI. Et donc, en général, cet ouvrage est toujours présenté comme un projet, comme on présenterait un projet de design, c'est-à-dire aussi bien de son contenu à sa fabrication. Aujourd'hui, ce sera plutôt par son contenu, parce que bon, il y a de riches interventions, autrement on passerait trop de temps. Par contre, si le livre vous intéresse, aujourd'hui, nous avons Samuel de la librairie Volume, qui est là sur place. Vous pouvez l'acheter directement près de lui. Je rappelle que cette librairie se trouve tout près de chez nous, si je puis dire, rue Notre-Dame de Nazareth, à côté de République. Voilà. Donc, je fais un petit préambule. Hein. Nous, le studio documentation, on remercie nos collègues de l'école, parce que chaque édition est un petit miracle à chaque fois. Nous avons des amis dans l'école qui nous aident énormément, entre autres Fabien Gauthier, Tariq Diaby et Laurent Dubois pour la vidéo. Et tous nos collègues pour leur soutien, la communication de l'école qui relaie notre information et cet événement. Voilà. Donc ce soir, avec le livre Design et Care et Pensée du Care, nous allons aborder la question des micro-luttes et des singularités dans le domaine du design. Ce livre est donc paru aux éditions des Presses du Réel en 2019. Pardon, excusez-moi, il faut que je tourne la page. Et nous allons interroger donc les questions d'innovation sociale par le design. Et pour cette rencontre, nous recevons donc une partie de l'équipe de ce livre. Jeanne Dautray, qui est donc ici philosophe, docteur en philosophie, professeure à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy depuis 2009, qui est chargée de cours à Paris 1. Elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie de 2001 à 2007. Et nous l'avons déjà reçue ici à l'école, après les ouvrages Strange Design, Milieu et Créativité. Nous l'accueillons donc aujourd'hui pour cet ouvrage qu'elle a dirigé. À sa droite, il y a Patrick Bossé, qui enseigne le design à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Et il coordonne l'unité de recherche sur le design des milieux dans cette même école. Et lui, par contre, nous l'accueillons pour la première fois. Alors, avec Marie Coirier, c'est une autre histoire. Marie Coirier, donc designer, diplômée de l'ENSI. Elle est très impliquée dans le mouvement du design des politiques publiques et elle a créé avec Karine Delanoë le chantier d'attention, laboratoire de culture design intégré aux hôpitaux psychiatriques parisiens. Alors on devait aussi accueillir Pierre Garner, malheureusement il ne sera pas là. Pierre Garner, donc lui, il a cofondé l'agence Helium Studio, l'agence de design tournée vers la création industrielle et l'innovation. Malheureusement, il a été retenu pour des problèmes familiaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons lancer la première question, parce que je pense que tout ça, ils vont tous se saisir de... J'espère, ça va être un match de ping-pong entre vous.
Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours intervenir. Moi, je serai dans mon petit coin si vous avez envie de poser des questions, parce que cette rencontre est filmée, donc il faut parler dans le micro pour qu'on puisse vous enregistrer. Mais il ne faut pas faire preuve Enfin, il faut oser, quoi. Hein, il ne faut pas être timide. Voilà. Merci à vous. Donc, la première question qui me vient à l'esprit à la lecture de ce livre, j'aurais aimé effectivement que Jeanne, tu puisses parler de la notion du care comme tu l'entends dans ton texte. Donc, je te lance sur cette histoire du care. À toi. Bonjour à tous. Je voudrais te remercier, Françoise, pour ton invitation, pour tes invitations aussi, parce que c'est vraiment très agréable d'être régulièrement invitée comme ça pour les différents livres qu'on a pu faire. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est le care, c'est un mot qui veut dire soin en anglais et qui a été lancé par des philosophes pragmatistes américaines dans le cadre d'une remise en question d'une conception normative, considérée comme telle, à la fois du soin, des pratiques de soins, des pratiques gouvernementales, par exemple, des pratiques de planification du soin, de ce que c'est qu'un hôpital, et à la fois une critique d'une pensée philosophique, d'une approche philosophique qu'elle considérait comme normative du fait qu'elle s'installait trop dans la théorie et dans l'abstraction. Et donc pour ces féministes, donc Joan Tronto et Carol Gilligan, il s'agissait de remettre en question à la fois le fait que la question du soin se pense d'en haut, c'est-à-dire du point de vue d'un pouvoir qui voudrait soigner des populations, par exemple, ou de médecins qui voudraient soigner des malades, et du point de vue d'une philosophie qui voudrait penser de manière théorique ce qu'il en est de la santé, ce qu'il en est du bonheur, ce qu'il en est du bien-être. Et donc à ça, elles opposaient une approche pragmatique qui cherchait à penser la question du soin avec ce qu'on appelle les concernés. Maintenant, on parle souvent des concernés, c'est-à-dire avec les malades, avec les anormaux, comme dirait Foucault, dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, qui est très, très strict, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la normalité volontairement ou involontairement, et pragmatique aussi au sens où il s'agit de penser à même des terrains et non pas penser depuis une sorte de tour d'ivoire qui serait celle de la théorie. Et donc ça situe un peu le contexte général, sachant que ce contexte a démarré dans les années 70, en fait dans le contexte de la guerre du Vietnam, qui était quand ils se sont rendus compte que les jeunes souffraient de devoir partir se battre, et elles se rendaient compte que les jeunes n'avaient pas les outils nécessaires pour résister. Et en même temps, je me suis pas plongée d'emblée dans cette philosophie, parce que ma propre famille, si on peut dire, ma famille philosophique, c'est plutôt la famille de la philosophie française, c'est-à-dire Foucault et Deleuze. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, en fait, chez Foucault, la question du soin s'est pensée, mais des deux côtés de la norme et de la normalité. Foucault a fait tout un travail sur le moment à partir duquel le pouvoir s'est posé la question non plus de punir les populations, mais de les soigner. Ça, c'est le début du 19e siècle. Et ce qui est compliqué chez Foucault, c'est qu'à la fois, il s'intéresse à toutes les pratiques normatives par lesquelles est passée cette politique du soin. Vous avez toute l'analyse du panoptique, par exemple, qui préside à l'architecture des prisons, dans Surveiller et punir, et qui met fin au cachot. Vous voyez, ça, c'est une politique gouvernementale du soin, c'est-à-dire on met les prisonniers à l'air libre, à la lumière, et non plus accroupir dans des cachots, parce qu'on veut non pas punir, faire mourir, ou faire courir le risque de la mort ou de la maladie dans un cachot insalubre, mais on veut soigner.
soigner pour faire rentrer dans la norme. Et si vous voulez, je pourrais évidemment développer ça pendant 1 heure, mais c'est pas le propos. Pour vous expliquer un peu comment ces questions-là qui m'intéressaient, de la relation de dialogue finalement qu'il y a entre cette pensée américaine très, très impliquée dans une politique en fait, et la pensée de Foucault qui était avec une dimension politique certes, mais aussi une dimension théorique peut-être plus affirmée. Pourquoi est-ce que, quel est le sens de se poser ces questions-là dans une école d'art et de design ? C'est qu'en fait, je trouve toujours intéressant de voir comment, quand on arrive avec des questions sans réponse, c'est-à-dire des vraies questions qu'on se pose à soi-même en philosophie, c'est de voir comment est-ce que le design, le milieu des designers, le milieu des artistes, le milieu des designers en herbe et en recherche qu'il y a dans une école, comment est-ce que ce milieu finalement transforme les questions. Et donc, on a commencé sous la forme d'un atelier de recherche et de création, un ARC, comme on dit dans nos écoles. Et là, je me suis rendu compte que cette question vraiment était extrêmement féconde et finalement nous permettait de nous ouvrir à... Et quand je dis nous, c'est nous toute l'équipe qui composait cet ARC, c'est-à-dire avec les collègues et les étudiants, nous ouvrir à des tas de milieux dans lesquels les étudiants finalement posaient la question de ce que c'était que avoir envie de faire bouger les lignes de la question du soin, de la question de l'attention à l'autre pour le designer et pour les milieux. Et c'est comme ça que, à la fois, on a construit tout un ensemble de pratiques. Alors, je ne vais peut-être pas trop en dire non plus, parce que Patrick Bossé a été un des complices de cette aventure-là. Donc, je pense que tu as peut-être envie de développer là-dessus. Mais on s'est retrouvés dans des instituts médico-sociaux. On s'est retrouvés à s'intéresser aux entendeurs des voix, qui sont les associations qui tentent de déplacer la notion de schizophrénie. On s'est retrouvés dans des instituts pour autistes, on s'est retrouvés dans des jardins d'hôpitaux, enfin, vous voyez, dans tout un ensemble de milieux. Un étudiant a monté un jardin partagé dans sa copropriété. Enfin, voilà, ça nous a emmenés dans des tas d'endroits. Et pour moi, c'était intéressant aussi parce que par rapport à la question qui est la mienne aussi, de comprendre quelles sont les singularités de la pratique en design aujourd'hui, les singularités de la figure du designer, ça m'a permis d'avancer dans un chemin qui est le mien, de me rendre compte que ce qui est particulier, je trouve, en design aujourd'hui, c'est cette immense ouverture et ce décloisonnement. C'est-à-dire que on a bien sûr toujours des catégories, design d'espace, design d'intérieur, design thinking, design d'objets ou design... Mais il y a des pratiques, il y a des designers qui sont dans des pratiques complètement transversales et ceci non pas par éclectisme, comme on a des artistes qui font de la vidéo, de la sculpture, de l'écriture, etc., mais en raison d'une sorte de singularité et d'une singularité qui consiste à approcher tous ces domaines dans une dimension qui est non pas théorique, mais qui est, je dirais, au niveau de ce qu'on appelle les conditions d'individuation, en deçà des objets et en deçà des formes. Et qui est quasiment, je trouve, au niveau d'une approche de disposition mentale, de dispositions qui sont, vous voyez, en deçà de ce qu'on fait quand on réalise les choses. Et pour ma part, c'est vraiment ce que j'ai découvert au contact de ces pratiques. Et pour en rester à la question de Françoise, de cette question du care et du soin et de sa dimension philosophique, ce que je trouve, c'est que, et que j'ai découvert aussi en retravaillant ce livre, en relisant les entretiens, les textes, en proposant des réécritures, des affinements, des sortes d'accentuation des pratiques de chacun, c'est qu'en fait, là où vous voyez Foucault, quand il questionne ce qu'il appelle les dispositifs, par exemple le panoptique, le fait qu'un amphithéâtre, les amphithéâtres ont quasiment tous la même forme aujourd'hui, d'une université à l'autre, ça c'est un dispositif. C'est-à-dire une personne qui parle seule, on est un peu dans ce dispositif aujourd'hui, des personnes qui sont autour,
dans une prison, c'est comme ça. Dans tous les lieux du savoir, c'est comme ça. Dans les usines, à un moment, ça a été comme ça. Et Foucault, en fait, il s'intéresse aux conditions, aux normativités de ces espaces-là, c'est-à-dire aux effets normatifs, mais dans le sens positif ou négatif, c'est-à-dire à la fois le fait que ça permet à une discipline de se construire, de s'instaurer, et en même temps, ça permet aussi des conditions d'individuation, c'est-à-dire ça permet des échanges de savoir, ça permet de l'éducation, ça permet... et là-dessus se greffent plein de pratiques individuelles. Ça n'est pas que du conditionnement au sens macro-politique, si on peut dire. Et ce que je trouve intéressant et que j'ai découvert finalement au contact de toutes ces pratiques, aussi bien des étudiants que des collègues ou que des invités comme Marie, c'est qu'en fait, je trouve que le designer, il a cette capacité à être, je pourrais dire, des deux côtés de la frontière. C'est-à-dire à la fois, il est un peu comme les architectes, quelqu'un qui est en capacité de produire des espaces, de produire des formes, de respecter des normes, par exemple dans un hôpital, des normes de sécurité, des normes d'hygiène, des normes de taille, de gabarit, comme vous les connaissez très certainement mieux que moi dans vos pratiques. Et en même temps, il n'est pas que de ce côté-là. Il n'est pas que du côté de la gouvernementalité, du pouvoir et des donneurs d'ordre. Il est aussi du côté de la possibilité de désobéir, de subvertir, de contourner, de jouer avec. Vous voyez, il est dans le jeu au sens, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas seulement s'amuser, mais c'est la possibilité de faire jouer une sorte de vide, de faire bouger les lignes et de les faire... non pas dans une attitude forcément de résistance comme un artiste ou de subversion, mais dans une attitude qui prend en compte le point de vue des usagers, le point de vue des destinataires, le point de vue de ceux qui subissent, qui pâtissent et qui sont pris dans ces formes-là. Et si je devais, si vous voulez, résumer en 3 mots, ou retracer comme ça d'une manière à une vitesse un peu, peut-être un peu trop rapide, mais avec l'idée que ça crée peut-être aussi des questions, c'est de montrer comment finalement je suis partie de cette interrogation sur la possibilité de penser cette question du care et du soin dans cette double dimension, quoi, à la fois prescriptive et pratique. Et subvertive, et comment finalement j'ai compris au contact de toutes ces pratiques que j'ai rencontrées en montant cet art, qu'on a monté aussi un colloque, et puis il y a eu ensuite toutes les contributions qui sont venues s'ajouter au livre, comment finalement les designers développent une forme d'agilité, mais non pas seulement d'agilité au sens de... On parle beaucoup des théories agiles, mais dans cette capacité d'appréhender toujours le double point de vue de celui qui impose, qui impulse, et de celui qui souhaite résister, qui a peut-être envie d'autre chose. Et ce que je trouve important, c'est vraiment, et qui ferait peut-être le fil conducteur avec les autres livres, Strange Design et Milieu et Créativité, qui étaient les livres précédents, c'est de comprendre quels outils spécifiques les designers développent, quelles compétences spécifiques, et qui sont aussi bien des compétences matérielles, techniques, au niveau des règles, des méthodes, mais aussi des compétences, à mon avis, mentales, qui sont, pour moi, en tant que philosophe, qui sont très impressionnantes, et très proches de ce qu'on peut chercher soi-même en philosophie, et qui ont fait de tout ce travail-là, pour moi, une très belle rencontre, dont j'espère que l'esprit... anime le livre. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que la façon dont tu parles du métier de designer, je peux dire qu'effectivement, dans l'école, à l'ENSI, c'est une façon de travailler qui existe depuis toujours, en fait. Hein. Cette transversalité, ce positionnement dans les cette double position, si je puis dire. Et puis, ici, nous formons des généralistes, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas design d'espace. Voilà. Ils travaillent tous dans tous les registres. En fait. Ils sont capables de travailler dans tous les registres. Voilà. Mais maintenant, je vais passer la parole à Patrick.
qui va nous parler plutôt du contexte dans lequel cette chose, le colloque est né, je crois, non? Oui, l'ensemble du... Enfin, je vais peut-être resituer effectivement et le livre et toutes les actions qui ont précédé le livre et qui sont celles de l'unité de recherche des milieux de l'ENSAD et du travail de recherche et d'enseignement de l'équipe. Donc en gros, il s'agit de lier à la fois une activité conceptuelle et une activité pratique qui est de faire du projet. Donc ça, je suppose que je n'étonne personne avec cela. Mais par exemple, si je prends les deux textes que j'ai écrits dans cet ouvrage, le premier est un travail un peu conceptuel qui essaye de rapprocher la mésologie, le care et le design des milieux. Et le dernier, qui est à la fin de l'ouvrage, raconte un atelier et donc une pratique. Donc c'est peut-être ça que je vais essayer d'expliciter et de faire un lien qui, j'espère, va paraître tout à fait naturel. Donc effectivement, quand on cherche à allier la mésologie, le care et le design des milieux, on cherche une manière de faire en sorte que ces pensées se soutiennent, de voir quelle finalité elles partagent, et finalement, c'est une façon de consolider une manière de faire du design. Alors, en ce qui concerne ces trois pensées du milieu, ce qui m'a mis sur la voie, en tout cas pour les rapprocher, c'est les réflexions de Didier Ribon sur la pensée critique. Pour lui, la pensée critique, elle est circonscrite par deux principes. Le déterminisme, c'est-à-dire que la pensée critique s'efforce de faire une analyse des forces constitutives des déterminismes qui sont historiques et sociaux, et l'immanence. La pensée critique conçoit les déterminismes comme relevant intégralement de l'histoire et des phénomènes sociaux, du social. Donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de nécessité biologique, psychologique, juridique au cadre de la vie collective et individuelle, et donc elles ne peuvent pas être soustraites aux transformations sociales. Donc au fond, il y aurait deux pôles importants dans ces trois pensées du milieu. Il y aurait la production d'une analyse réaliste, qui va chez Augustin Berg, donc, qui a réinventé la mésologie, jusqu'à la nécessité d'une ontologie. Et puis, de l'autre côté, il y a une réflexion sur l'agir, sur l'action à des fins de transformation, et qui peut prendre effectivement le plus souvent la forme d'une lutte, d'une micro-lutte. Et c'est aussi l'un des sens du titre de l'ouvrage. Donc, en ce qui concerne l'analyse réaliste, alors si on prend ces trois pensées, la mésologie, pour Berg, la réalité humaine, en fait, elle procède d'une trajection, enfin d'une prédication. On saisit un objet en tant que quelque chose, en tant qu'une catégorie d'aliments, de ressources. Ici, par exemple, le pétrole, il dit bien, c'est une ressource, mais à un certain stade de développement de la société, quand on a inventé le moteur à explosion, avant, le pétrole n'est pas une ressource. Pour les natifs américains, ce n'est pas une ressource. Et donc, la réalité, elle est à la fois subjective et objective. Il prend aussi l'exemple du paysage. Pour voir un paysage, il faut voir en tant que paysage, c'est-à-dire subjectivement, et on voit bien une sorte de réalité, enfin une réalité objective, faite de collines, de mers, enfin, de montagnes, ce qu'on peut imaginer. Donc, je vais un peu vite, mais pour lui, donc, chaque sujet a un milieu, et tous les vivants ont un milieu, et l'environnement, c'est la somme des milieux. Bon. Ça me semble très important de se donner un réel qui est à la fois subjectif et objectif. Et puis pour le design, je vais faire un raccourci, depuis Papanek et design pour un monde réel. Bon, la question, c'est bien de déterminer quels sont les besoins réels, qui ne sont pas factifs, et surtout pour qui. Donc, c'est la question qui est reprise par Le Care. Johan Tronto qui définit 4 phases du Care. La première, c'est se soucier d'eux, ce qui veut dire en fait évaluer les besoins de telle ou telle personne et surtout de tel ou tel groupe dans la société. Donc, on voit que cette question de l'analyse réaliste, qui va jusqu'à la création d'une ontologie chez Berg, est fondamentale dans ces pensées du milieu.
Analyse réaliste qui peut être aussi, qui n'est pas que conceptuelle, qui, à mon sens, peut être une analyse sensible. Il y a une des parties du livre qui est l'invention de nouvelles sensorialités. Donc, évidemment, ces nouvelles sensorialités, c'est la nécessité de se redonner un réel. Et il y a la question des objets connectés, la question, par exemple, l'atelier dont je vais parler s'intitule captation, et il s'agit finalement d'accéder à une réalité qui est médiée par des capteurs, par la technologie, mais que c'est une réalité sensible. Et si je prends beaucoup de textes d'expériences dans le livre, rappelle qu'on découvre une situation. Je crois que dans le texte de Marie, il est indiqué qu'il s'agit aussi de redonner, de refaire une analyse du milieu hospitalier et de redonner une lecture des situations. Enfin, c'est fondamental. Sur la question, le deuxième pôle qui est celui de l'agir, la mésologie, en se donnant donc un réel qui est un mix de subjectivité et d'objectivité, fait que la question éthique, elle est au sein d'une relation du vivant avec son milieu. Et si tous les vivants ont un milieu, donc ça offre la possibilité d'une éthique qui tienne compte de tous les vivants. Je crois que si on pense à ça, on ouvre une modalité d'action et une modalité de l'éthique qui est évidemment relationnelle et contextuelle et qui est formidable pour développer des pratiques qui tiennent d'un design des milieux, qui tiennent des relations et du contexte. Donc au fond, le design du milieu comme le care, en fait, nous indique qu'on ne peut plus s'abstraire de nos lieux de vie, de nos relations. C'est juste que cela conduit à une position des responsabilités. Et je crois qu'il y a un nombre incroyable de démarches en ce sens, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, si on pense au circuit court, tout l'intérêt des designers pour ce genre d'économie montre bien qu'il s'agit de nous resituer dans nos milieux. Et effectivement, de quitter une position un peu universelle, distanciée, et donc là également, ça reprend la question du care, et donc le rejet de la règle abstraite au profit de la sauvegarde des relations concrètes, de la sauvegarde de nos milieux de vie, et donc finalement d'une activité de soins. Alors ce qui me semble aussi important, peut-être pour moi, ce qui me semble très important dans ce qu'apporte le côté pragmatiste du care, c'est la réflexion sur la pratique. Et ce point qui est l'auto-limitation réciproque de la pratique et des finalités. Alors, donc une sorte d'ajustement des moyens aux fins, et ça me semble extrêmement utile pour la pratique du design. Et je pense que ça rend plus efficace la pratique, et plus important son potentiel de transformation. Parce que, par exemple, quand on prend l'intérêt que moi je peux trouver par exemple, la pensée de Jan Tronto, qui a un côté presque un peu simple par certains côtés. Par exemple, quand elle expose les 4 phases du care, au fond, elle nous donne une méthode pratique. Et donc, se soucier d'eux, donc évaluer les besoins, prendre en charge. La suivante, c'est la compétence et donc donner le soin. Et la dernière, c'est plutôt celui qui reçoit le soin, c'est que donc donner un avis sur le soin qu'on a reçu. Bon. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est finalement que ça nous offre une méthodologie pratique. Et autre intérêt, et là c'est du côté des finalités, c'est que pour elle, et j'espère qu'elle a raison, c'est la mise en pratique de ces finalités est le moyen d'une transformation politique. Donc c'est la lecture politique de cette méthode qui est intéressante parce qu'elle est convaincue, et je partage cette idée, que si on appliquait cette méthode, qu'on arriverait à transformer toutes les institutions politiques. Bon. Donc c'est peut-être un des enjeux, mais par la pratique, d'arriver à une transformation
des institutions politiques. Donc voilà, donc pour conclure sur ce premier aspect, donc comment on arrive à essayer de consolider une pratique de designer et à travers des pensées, je pense que dans beaucoup d'exemples qui est dans cet ouvrage, on passe par l'analyse de réalité, des situations, l'invention d'outils techniques, cliniques, des pratiques mises en place au sein des milieux. Chaque fois, on est bien au sein de relations, au sein de milieux. Et donc, il y a une espèce de cheminement comme ça, ontologique, éthique, politique et esthétique, quoi, qui prend soin des milieux de vie et essaye de les transformer. Donc voilà, ça, ce serait, je dirais, une manière d'entrevoir comment on arrive, enfin, le travail que nous savons accomplir, de mener une activité conceptuelle et en même temps de toujours la relier à la pratique. Alors après, je ne sais pas si je continue sur l'atelier lui-même ou si je passe la parole à ce que j'ai. On peut peut-être passer la parole à Marie et puis ensuite on reprendra sur le contexte de la création. Voilà, je pense un peu. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Marie Coirier. Donc à l'époque où j'ai écrit ce texte, ça faisait 1 an que j'étais donc immergée pleinement dans le milieu de l'hôpital psychiatrique. Et donc c'était un peu pour moi cet article l'occasion d'un point d'étape sur là où j'en étais dans ma découverte de ce milieu hostile, non pas hostile du tout, je vous rassure, mais très pour lequel nous ne sommes pas préparés. D'ailleurs, peut-on l'être, donc c'était un point d'étape et en fait aujourd'hui on est 2 ans plus tard, il s'est passé beaucoup de choses depuis, donc je le regarde déjà de manière distanciée. Donc ce texte, il avait vocation à adresser quelques pistes en fait pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait s'inscrire du coup en tant que designer dans le milieu de l'hôpital. Et donc la particularité chez nous, c'est que c'est l'hôpital psychiatrique, donc c'est pas tout à fait pareil que les soins dits somatiques du reste du corps, dans un pays cartésien où on sépare le corps et l'esprit. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire déjà que en fait l'hôpital, le milieu, donc mot consacré, de l'hôpital, en fait c'est pas seulement, faut pas y penser que c'est seulement un lieu avec des soignants et des soignés. C'est aussi une institution, une organisation, et que ça vous prend de court aussi parce qu'on n'y est pas toujours tout à fait bien préparé. Donc finalement, nos usagers, nos concernés, en fait, c'est tout autant les patients, les professionnels de santé, mais aussi tout cet écosystème d'administratifs, de directeurs. Donc, vous avez déjà été dans des grands hôpitaux, ils sont toujours plus grands, c'est des petites villes. Des petites villes avec leur logique, leur chapelle, leur culture, etc. Donc, c'est une immersion dans un milieu, mais en vérité dans plein de petits villages. Il y a en plus, voilà, il y a des traditions dans tous les hôpitaux. Nous sommes arrivés en plus dans un contexte très particulier qui est aussi celui qui a permis notre recrutement, qui était celui d'une fusion. Donc c'était 3 hôpitaux psychiatriques historiques qui desservaient la population parisienne, qui fusionnaient. Donc en plus, on est arrivé dans un contexte assez trépidant d'un côté et dangereux de l'autre, de fusion dans lequel, et ça je le mentionne, on avait la difficile tâche, mais on l'a un petit peu retourné, de trouver les conditions d'une culture commune entre ces 3 hôpitaux. Donc évidemment, ça n'est ni une mission, ni une fin, ni un début de se dire on va créer de toutes pièces une culture commune. La culture ne se décrète pas. N'empêche, ça a quand même guidé notre manière d'agir parce que peu à peu, on s'est rendu compte qu'on avait été aussi recrutés pour travailler sur les cultures hospitalières. C'est-à-dire, ça c'est toujours un point qu'on a du mal à attraper quand on est à l'école. Quand vous concevez un projet dans un milieu de soins, en fait, vous déplacez un certain nombre de choses. Vous envoyez une partie, ce que ça apporte à la personne qui est soignée, ce que ça apporte aux soignants. Vous voyez pas toujours en fait l'impact sur son travail, l'impact sur l'organisation et à quel point en fait vous déplacez
des choses. Donc en fait, maintenant, c'est vraiment devenu notre objet d'étude, et d'ailleurs, maintenant, on s'est renommé comme ça, donc le laboratoire de l'accueil et l'hospitalité, mais maintenant, notre super pitch, c'est de dire qu'on travaille, qu'on est un laboratoire qui travaille sur les cultures par le design, sur les cultures de l'hôpital par le design, parce que tous les objets au sens très large, de manière plus fondamentale, tous les objets sur lesquels on travaille déplacent les cultures, font bouger les cultures. Et si on n'intègre pas cette partie-là, on reste toujours hors sol. Quand Patrick, tu disais tout à l'heure, il faut quitter une position distanciée, on y est là. C'est vraiment de dire, quand on a la chance, comme nous, d'être intégré, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'être extrêmement précautionneux, donc prendre soin, faire attention à ces déplacements culturels, souvent majeurs, qu'on opère par parfois des tout petits projets de design. Et si on n'y consacre pas de l'attention, on va faire du mal, rater. Alors rater, c'est pas mal, au contraire, il faut essayer, il faut rater pour s'améliorer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand un projet échoue, alors qu'on y a embarqué des gens, on leur a redonné espoir, on a prétendu que ça allait redonner du sens à la fonction, au geste, etc. Quand ça n'arrive pas au bout, parce qu'on n'a pas tenu compte, on n'a pas considéré l'importance de la prise en compte de ces cultures qui préexistent, de cette histoire qui préexiste, de ces organisations qui sont là, et que ça échoue, et ben c'est 2 fois pire en fait que là d'où on partait à la base. Donc ça, je peux le dire un peu mieux qu'il y a un an où on était encore tâtonnante. Donc pour rebondir par rapport un peu à notre double posture, alors notre question c'est à la fois de voir comment le milieu qui est chez nous, donc l'hôpital psychiatrique, transforme notre propre pratique en tant que designer. Donc dans notre équipe, on est 3 designers, une responsable culturelle qui a pour métier la conduite de projets culturels à l'hôpital, et un historien, donc une équipe de 5 personnes, un historien qui est en thèse, et la responsable culturelle elle-même est en thèse, donc ça cogite très fort. Et donc comment le milieu transforme notre pratique et comment, inversement, notre pratique de design peut transformer l'hôpital, peut déplacer au millimètre près, au micron, on y va petit à petit, des cultures hospitalières, en amenant des nouvelles idées, en amenant des nouvelles manières de faire. Donc après, maintenant qu'on a dit ça, c'est pas facile d'être à l'intérieur. Il y a, dans les réflexions autour des labos, des labs et tout ça qui sont très à la mode, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dedans? Mais si on est dedans, on va devenir tellement intégré qu'on va plus voir, on va plus être capable de critiquer, de regarder autrement, de mettre au défi, de déplacer, de faire réfléchir son institution. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent « mais non, il faut rester au dehors ». Et donc, voilà, par exemple, faire plein de prestations extérieures, rester à l'extérieur. Et nous, en fait, notre gros défi, c'est de réussir à cultiver cette double position d'être dedans et d'être dehors. Et en fait, c'est pas si difficile que ça. Parce que notre culture, à nous, créateurs, en fait, elle est fondamentalement différente et elle est toujours... et elle le sera toujours, de nos collègues avec lesquels, pour autant, on a appris à opérer, on a appris à travailler, que sont les équipes médicales et soignantes, que sont les équipes administratives, que sont les équipes de direction dans la gestion. On est très intégré, on ne peut pas être plus intégré à notre établissement, on dépend de la direction générale, on est intégré au comité de direction, donc on est vraiment au quotidien avec nos collègues avec lesquels on demeure vraiment fondamentalement très voilà, on a vraiment, on se le dit d'ailleurs régulièrement, ce qui fait du bien de se replier dans son petit milieu à soi quand on est toujours quand on est exposé dans un milieu qui est autre, on a parfois besoin de se replier comme ce soir avec des gens qui nous comprennent. En tout cas, voilà, cette double position, nous on dit parfois qu'on cultive une posture de touriste éclairé, de touriste parce que on cultive cette relation au dehors à travers
travers des rencontres comme celle-ci, le fait qu'on travaille avec beaucoup de professionnels de l'extérieur qui amènent d'autres points de vue, des métiers qui n'existent pas à l'hôpital et avec lesquels l'hôpital n'aurait pas idée de coopérer. On cultive des relations avec beaucoup d'autres réseaux du champ de la création, de l'art, de design, des sciences sociales, des sciences humaines, de la recherche. Donc on organise, vous l'avez peut-être vu parfois, des journées d'études, des petites conférences et des choses. Et on se maintient en éveil à l'extérieur. Et en même temps, qu'est-ce qui nous aide à faire tout ça? C'est justement d'être à l'intérieur. C'est tout ce qu'on ne pouvait pas faire justement quand on était à l'extérieur. C'est-à-dire de suffisamment connaître son institution pour pouvoir dire ça c'est vraiment sa culture. Ça c'est vraiment, on vient de franchir un palier, on vient de franchir une étape. Parce qu'on a compris en fait. On a compris à quoi ressemblaient ces organisations, quelles étaient leurs croyances, quelles étaient leurs histoires. Et si on n'a pas touché ces dimensions-là, eh bien on va toujours un peu rester en surface. Et on regrette toujours dans le champ, mais pas que, mais notamment dans le champ du design social, des projets qui ont agité autant d'énergie humaine, d'espoir, et qui échouent parce qu'ils ne se réalisent pas, parce qu'ils évoluent dans des milieux extrêmement complexes, avec des dimensions qui échappent aux concepteurs, qui sont parfois imbriqués dans un mécanisme qui leur échappe. Et donc, on a souvent la mauvaise surprise de projets dans lesquels on croyait énormément, qui éventuellement même étaient portés politiquement et qui n'arrivent jamais à voir le jour. Donc nous, notre job, notre raison d'être en étant à l'hôpital, c'est que les projets voient le jour. Parce que si notre action reste dans le monde des idées et n'aboutit pas au final à améliorer la vie des patients et le travail des soignants qui est si difficile, ils sont tous dans la rue pour le dire en ce moment, eh ben, on ne sert à rien. Donc, mais sauf qu'on ne peut pas actionner ça si on n'a pas une connaissance fine de son organisation, d'où elle part et de ce en quoi on croit. Elle croit, pardon. Donc voilà, notre contribution, peut-être, presque elle devrait être évolutive, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas notre place de la même manière qu'il y a 2 ans. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à intégrer durablement notre fonction, qui est donc la dernière arrivée à l'hôpital, les designers. Avant nous, il y avait éventuellement la culture pour les hôpitaux qui ont des délégations culturelles, il y avait éventuellement la direction de la communication, il y avait tout ce qu'on appelle les directions de la qualité, mais nous, designers, évidemment, on est les derniers arrivés. Donc on est encore des ovnis, et on restera encore pendant un moment des ovnis, mais c'est pas grave, il faut continuer. Notre objectif, voilà, c'est de montrer qu'on a vraiment quelques réponses à apporter aux questions que se posent les hôpitaux publics aujourd'hui, qui sont des questions éminemment complexes, qui mettent encore une fois tout le monde dans la rue, et qui laissent aussi beaucoup de patients sur le pavé. Donc ça veut dire qu'il faut s'imprégner, et s'imprégner même, c'est pas assez fort comme mot, il faut être complètement habité par son sujet pour avoir envie de le défendre. Tu disais tout à l'heure, encore une fois, on ne peut pas être dans une position distanciée, donc il faut porter son point de vue du coup, voilà, d'apporter des preuves concrètes que la démarche du design, elle a tout à fait sa place aujourd'hui. Alors je parle des hôpitaux, mais il y a d'autres établissements publics, organisations publiques qui sont en train de se doter de laboratoires de design, qui ne savent pas toujours encore quoi en faire, mais qui se disent que ça va forcément apporter quelque chose du bien. Il faut maintenant urgemment en apporter les preuves, parce que les derniers arrivés sont souvent aussi les premiers qui partent quand il y a un changement d'aiguillage, de direction, qui nous attend, nous d'ailleurs, l'année prochaine, parce qu'on change de direction générale, donc on a quand même ça en vue. Bon voilà, en quelques mots, après ce sera plus facile de répondre aux questions. Peut-être qu'il y a des questions dès maintenant, d'ailleurs, dans le public. Si vous n'hésitez pas, vous me faites signe. Moi, de mon côté, en fait, ce qui m'étonne énormément, c'est effectivement, comme tu dis, c'est cette implantation de designers dans des institutions comme celle-ci. J'imagine que c'est pas si simple, comme sachant, au vu justement des problèmes bien souvent financiers qu'on met en avant dans des institutions comme celle-là. Donc pour justement intégrer ce milieu, pour reprendre la notion de milieu, est-ce que tu pourrais développer quand même ce côté, comment vous avez réussi à intégrer, même mieux, créer une équipe en fait, ça c'est quand même très fort.
Si tu peux développer cette chose-là un petit peu. Alors, je vais être très honnête, on est arrivé sur un malentendu. En fait, on est donc arrivé dans ce contexte de préfusion. Moi, je suis arrivée dans le panier de ma collègue Karine Delanoë-Vieux, qui donc, elle, est responsable culturelle et qui a fait toute sa carrière dans les hôpitaux publics pour développer des politiques culturelles structurantes pour ces hôpitaux. Donc, il y a notamment l'hôpital du Vinatier, où elle a monté la ferme du Vinatier, qui est un magnifique centre d'art qui vit encore aujourd'hui, qui a 15 ans, avec 4 salariés à temps plein, ensuite aux hôpitaux de Marseille. Et donc, elle avait été sollicitée pour refaire ce qu'elle a déjà fait dans d'autres hôpitaux. Et donc, pour créer cette culture commune, le fameux hiatus de départ. Et donc, Karine, donc ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, par ailleurs, elle a proposé en fait un projet métissé avec une double approche de celle de la culture et celle du design pour appréhender la question qui nous avait été... qui avait été suggérée. Donc, on a écrit un projet, et c'est sur ce projet que je suis arrivée dans son panier, moi. L'enfant non voulu. Et en fait, ça c'est... alors, il y a quand même un élément dont je dois témoigner, c'est que quand on est arrivé, donc ce contexte de préfusion, on a demandé à notre direction générale de ne pas tout de suite nous demander de trop vite communiquer sur ce qu'on faisait, ni en interne ni en externe. Ce qu'on voulait surtout éviter, c'est un effet d'annonce. L'hôpital, il manque 250 soignants, mais par contre, on a recruté un directeur culturel et un designer. On voulait surtout éviter un effet d'annonce délétère qui nous aurait tout de suite tués sur place. Donc, on leur a demandé de ne pas trop communiquer sur notre présence, nous laisser le temps de travailler, de faire nos preuves pendant une année. Donc, on a eu la chance qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous disent « OK ». Alors après, on a vraiment travaillé. On ne s'est pas tourné les pouces. On a eu entre 5 et 8 projets importants de l'institution, de nouveaux hôpitaux, des réorganisations de services, repenser un accueil, repenser des stratégies de l'établissement sur des questions bien précises, donc plutôt des grosses questions qui nous ont occupés pendant toute une année et qui ont fait surtout qu'on a été sur le terrain de notre milieu. Donc, alors après, sur les terrains, parce qu'en psychiatrie, il y a les adultes, les enfants, tout ce qu'on appelle l'intra-hospitalier, c'est quand on dort à l'hôpital, et tout ce qui est ambulatoire. Donc, au total, il y a 95 sites dans Paris, donc on a été, pas dans tous, mais dans beaucoup, et vraiment constamment sur le terrain, où on a présenté nos savoir-faire, notre approche, et un peu comme des VRP, on peut dire, sur des projets, sauf qu'on était des VRP un peu facilités parce qu'on était déjà des agents de l'hôpital, donc des salariés et des collègues. Et on a présenté les appuis qu'on pouvait proposer, alors, tant aux services de soins qu'aux directions fonctionnelles. Il faut vous imaginer quand même la tête d'un directeur des travaux, d'une directrice de la communication, d'un directeur des achats, quand on leur dit qu'il y a des designers qui viennent faire les choses mieux qu'eux. Je veux dire, l'enjeu n'était pas que à apprendre à travailler avec les services de soins et les patients et les soignants et les médecins, qu'à travailler avec les autres directions support, directions fonctionnelles de l'hôpital, qui se demandaient bien quelle part de leur boulot, peut-être la plus sympa, on allait leur retirer pour les mettre dans les mains de gens plus compétents, plus disruptifs, designers et tout ça. Donc on est arrivé avec ce bagage dont on était très conscient, donc combien aussi notre la propre représentation des compétences qu'on amenait pouvait aussi être des grosses flèches qu'on allait nous tirer, nous planter. Enfin bref, vous avez compris. On allait mourir dans d'atroces souffrances. Donc cette année, elle a été très précieuse parce qu'au bout d'une année, on avait vraiment commencé à travailler, il y avait des premiers résultats et les professionnels ont pu défendre avec nous les projets. Et du coup, progressivement, les projets ont commencé à nous échapper, ce qui était hyper important parce que les projets qu'on réalise à l'hôpital, ce ne sont pas nos projets parce qu'on n'est pas, in fine, dans les services, ce sont les projets des équipes, que ce soit d'ailleurs les équipes de soins ou les équipes fonctionnelles. En ce moment, on travaille avec la DRH, les ressources humaines. Donc là, ce sont les projets des agents de la DRH, etc. Donc la plus grande chance qu'on a eue, c'est vraiment d'abord de pouvoir faire nos preuves et de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué dans un contexte électrique
sur le plan institutionnel et avec nos métiers OVNI. Donc voilà le contexte dans lequel on est arrivé. Et au bout d'un an, donc, on a pu commencer à affirmer un certain nombre de choses, à positionner notre identité, à pouvoir avoir la chance de recruter aussi 2 personnes, ce qui est énormissime. Bon, à chaque fois sur des postes un peu particuliers, hein, c'est que des bricolages. Mais n'empêche, c'est aussi parce qu'on avait... voilà, qu'il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient et qu'on avait pu commencer à montrer la valeur du travail. Voilà, en quelques mots. Merci Marie. Si vous avez des questions, je réitère ma proposition ou des commentaires. Ça peut être que bien sûr des commentaires. Je repasse la parole à Patrick peut-être. Alors, non, mais je crois que c'est encore trop tôt. Moi, j'avais une petite question sur le déplacement, voilà, dont vous parliez, sur le fait de déplacer des morceaux de culture à l'hôpital, etc., et d'avoir conscience de ce qu'on déplace. Forcément, ça induit des questions de déontologie. Aujourd'hui, avec vos années d'expérience avec le LABA, vous en êtes où de la construction d'une déontologie du designer au sein de l'hôpital ? Parce que j'imagine que vous assistez lors de vos observations sur le terrain à un certain nombre de choses, y compris des infractions de personnel soignant au travail, de la violation de règles, des stratégies dans le travail qui ne correspondent pas aux prescrits de l'organisation du travail. Et voilà, quelles sont aujourd'hui les limites que se fixent les designers quand ils interviennent ? Comment on rapporte la parole d'un salarié, d'un soignant Comment on gère des situations potentiellement de conflit ? Est-ce que vous vous sentez manipulé parfois par des directions, par des cadres ? Enfin voilà, où en est la déontologie dans vos procédés d'action ? Peut-être plus que se fixer des limites, en fait, on a trouvé des espaces de collaboration avec d'autres directions qui pouvaient nous soutenir sur la plupart des questions sur lesquelles nous ne sommes pas compétents. Pour donner un exemple très concret, sur les questions de manipulation, quand on arrive dans un service où, en vérité, le projet, alors on en a eu un il n'y a pas longtemps sur la question du repas, dans lequel les cadres supérieurs étaient très très motivés pour faire advenir très vite des choses. Ça cachait en fait un problème managérial très fort, avec une parole très bridée des équipes, qui s'était rangé de force derrière ce projet très volontariste de la CADSUP qui utilisait le LABA, voilà, pour porter son projet. Son projet de réorganisation. Au fil de l'eau, en fait, on identifie, donc toujours dans ce grand milieu, avec nos 5500 collègues, ça fait aussi beaucoup de monde, on identifie des espaces communs, et là en l'occurrence aux ressources humaines, parce que c'est peut-être notre premier allié, parce qu'on travaille en fait toujours sur le travail. Aux ressources humaines, maintenant on a un espace de débat et de projet avec ce qu'on appelle le pôle santé sociale et prévention, c'est tout ce qui est médecine du travail, psychologue du travail, ce qu'on appelle les préventeurs, référents handicap et tout ça, qui eux connaissent très bien les situations, qui les connaissent beaucoup mieux que nous, parce que nous, on n'est pas obligés de tout savoir, et d'ailleurs, nous n'avons pas à tout savoir. Il faut en savoir suffisamment pour savoir dans quel environnement on opère et quelles sont les problématiques en cours dans cet environnement. Les infractions en tant que telles, on n'a pas assisté à des infractions, et nous, même, en fait, on n'a pas à porter... à avoir un point de vue ou porter un jugement à ces infractions. En revanche, comme nous sommes intégrés à l'équipe de direction, des éléments auxquels, alors encore une fois, la situation ne s'est pas présentée, mais des situations auxquelles nous aurions pu être confrontés pendant des moments d'immersion. On a beaucoup d'interlocuteurs, la direction des soins, la DRH, la DG si nécessaire, à qui les rapporter. Mais ça n'est pas ni le point de départ ni le point d'entrée de nos projets sur le terrain que de rapporter des dysfonctionnements. Nous sommes venus ni pour auditer de manière déguisée et créative pour noyer le poisson. Donc on ne voit pas d'infraction, parce que quand on travaille, enfin on ne voit pas, peut-être on en verra, hein, mais ça ne s'est pas présenté. Quand on travaille sur les terrains, on travaille vraiment en
totale confiance avec les équipes. C'est presque d'ailleurs une des premières conditions pour qu'on puisse se lancer dans un projet, c'est si l'équipe désire ce projet et si l'équipe prend le risque d'une expérimentation, qui est quelque chose que l'hôpital n'aime pas beaucoup, l'expérimentation. Donc si elle prend le risque aussi de tester des choses avec nous. Donc on avance vraiment plutôt main dans la main. Donc il est arrivé une fois, la situation que je rapportais sur le repas, qu'on puisse être manipulé. Mais maintenant, on a vraiment borné les choses pour avoir des espaces très vite en fait, d'échanges qui sont du coup institués avec nos collègues des autres directions et en particulier la DRH pour borner, on va dire, notre action, mais qui n'a ni, encore une fois, point de départ, ni un point d'arrivée de faire de l'audit, ni de faire passer une politique institutionnelle qui viserait, par exemple, dans le cas de la fusion, il y avait la suppression de 5 RTT. Ce qui est énorme, parce que dans les 5 hôpitaux, tous n'avaient pas les 3 hôpitaux, pardon, tous n'avaient pas la même politique sociale. Donc il y en a 2 qui ont perdu 5 jours de RTT. À aucun moment, nous avons déguisé une action de maquillage de ce protocole social. Nous ne sommes associés qu'aux opérations dont nous maîtrisons les contours. Voilà. Et ça, c'est aussi parce que la DG tient... nous, on y tient, mais eux aussi, parce qu'on est aussi leur projet, nous, le LABA, à ne pas dévoyer notre action, parce qu'on présente régulièrement des résultats pendant les instances, plusieurs fois par an à l'hôpital. Et donc, quand on présente des résultats, on présente aussi le contexte, les enjeux et dans quel milieu, environnement, climat nous opérions. Donc, notre action est scrutée et donc elle se doit d'être la plus... voilà, la plus honnête possible dans ce qu'elle présente. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Très intéressante question. Donc peut-être... Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, quand tu as présenté ce que tu faisais, et je pense aussi au travail de Barbara B et Anne-Laure Desflaches avec la Fabrique de l'Hospitalité à Strasbourg, c'est de voir comment il faut à la fois être dans ce milieu, être en position précautionneuse, et en même temps être aussi quelqu'un qui va peut-être déstabiliser. C'est-à-dire introduire la distance, le point de vue, le petit écart qui va faire que le milieu va pouvoir bouger. Et je suis aussi très sensible à ce que tu dis sur cette position dedans-dehors. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... c'est important d'être dedans pour voir les choses de près, mais en même temps, si on n'est que dedans, on ne peut pas introduire du dehors dans le dedans. Et on est soi-même le dehors du dedans, finalement. Je ne cherche pas à faire des jeux de mots à la Beckett, mais je crois que c'est vraiment l'idée de rester un ovni dans ce milieu, c'est effectivement important. Et pour ça, il y avait pour moi, il y a toujours eu cette question du milieu, ce sens du terme et cette dimension à la fois pratique et philosophique. Il y a évidemment le milieu dans son sens concret, écologique, dont parlait Patrick avant, mais il y a aussi le milieu tel que le pense Simondon, Gilbert Simondon, donc philosophe de la technique, qui a une pensée de l'individuation, c'est-à-dire de la manière dont dans un milieu apparaissent des individus par un ensemble de processus. Et cette pensée, elle est vraiment très impressionnante parce que c'est une pensée de l'instabilité. C'est une pensée qui pense le milieu comme une sorte de soupe biologique, pour parler dans un autre domaine, comme un milieu qu'il dit en situation de sursaturation, de métastabilité. La métastabilité, c'est une instabilité qui n'est pas en dessous de la stabilité. C'est une instabilité qui est au contraire au-dessus, c'est-à-dire avec un potentiel énergétique qui fait que ensuite quelque chose va se cristalliser et prendre forme. Et ce qui est intéressant dans la pensée de Simondon, c'est qu'il montre que les prises de forme, c'est pas évident de passer de l'informe à la forme. Soit on se donne d'abord la forme et puis on pense par construction comme ça, soit on pense par révolution, par accident.
Et à ce moment-là, il faut comprendre à quelles conditions un milieu peut changer et produire de nouvelles conditions d'individuation, vous voyez. Et si on ne veut pas se donner une pensée de l'intention, du projet, mais si on veut penser en termes de micro-politique, en termes d'événements, en termes de rencontres, comme vraiment ce qui s'active dans toute cette pratique du care, tel que l'inventent les designers aujourd'hui, on a besoin de cette instabilité énergétique, et on a besoin de comprendre quels sont les moyens de l'introduire. Comment est-ce qu'on passe d'un milieu qui va mal, par exemple, c'est-à-dire d'une instabilité qui est source de stress pour les uns, de mal-être, de dysfonctionnement, de paralysie éventuellement. Comment est-ce qu'on passe de cette situation-là à, au contraire, à quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau potentiel énergétique qui va introduire de nouvelles formes possibles. Et pour moi, les designers, enfin surtout quand j'entends Marie parler, c'est vraiment ceux qui arrivent à faire passer du mal-être, du malaise, du dysfonctionnement à cette situation de potentialité énergétique par un regard, par des questions, je me souviens tout ce que tu avais expliqué aussi sur les méthodes de travail, une manière de faire, de mettre des choses à plat, de créer du relief sur des choses qui peuvent sembler de l'ordre du détail pour quelqu'un qui n'est justement pas designer, et comment après on retrouve la possibilité de fabriquer des nouvelles formes, c'est-à-dire des nouveaux espaces, des dispositions, des emplois du temps, des relations, des cadres de relations. Voilà. Bon, ça non pas vrai. Bah, du coup, non, j'en prendrai pas deux. Bah, je propose de revenir à quelque chose de très très pratique. Et la dernière partie du livre concerne la lutte contre les pollutions et en particulier la pollution de l'air. Donc, je pense aussi que ça témoigne du large champ du care, qui s'occupe du soin des individus, bien sûr, mais aussi du soin des milieux de vie. Et donc, la pollution de l'air en est un bon exemple. Donc, nous avons travaillé sur cette question, et donc là, je me resitue dans le cadre académique, c'est-à-dire un atelier dans l'école. Enfin, un cadre académique ouvert sur le monde, parce que ce travail sur la pollution de l'air est issu à l'origine d'une demande d'une ASQUA, c'est-à-dire une association agréée par l'État, qui a pour mission d'informer sur la qualité de l'air, qui est une obligation de l'État. Donc, c'est toutes les informations que vous avez l'habitude de recevoir sur la qualité de l'air. Et ce que le gouvernement lui-même appelle la lutte contre les pollutions. Donc nous avons répondu par un projet qui consistait à effectivement créer un dispositif d'information du public dans l'espace public. Ça, c'était une première réponse. Et puis une seconde réponse qui a été de s'intéresser non pas à ce type de lutte et à la qualité de l'air dans les espaces, mais à la qualité de l'air respiré par chacun d'entre nous, individuellement, et qui passe par des mesures individuelles. Donc il est bien évident qu'il est extrêmement différent d'informer sur la qualité de l'air, par exemple, dans la place de la République, ou bien de s'intéresser à la qualité de l'air que peut-être un individu ici a respiré dans sa journée, et peut-être qu'éventuellement il a passé 30 secondes sur la place de la République, donc on voit bien que ça ne résout pas tout à fait le problème pour l'individu. Donc, on s'est intéressé à cette mesure individuelle, et on l'a fait en essayant de mettre en œuvre peut-être une méthode du design des milieux, c'est-à-dire une pratique au sein d'une relation et qui donne énormément de place aux subjectivités
du designer et de l'usager. On a un peu poussé le bouchon, c'est qu'on a demandé à chaque étudiant de suivre une personne dans une journée, c'est-à-dire essayer d'avoir la qualité de l'air respiré sur la totalité d'une journée, donc dans les transports, chez soi, au travail, etc. Non. Ce qui est peut-être, ça a amené un certain nombre de réflexions également sur la question de la mesure, sur la question des normes et des capteurs. Alors, par exemple, une des questions qui est souvent revenue quand on présente cet exercice, ce travail, c'est la question de la précision des capteurs, sur la question des normes, etc. En fait, on a une réponse dans cette démarche-là qui est je dirais, la question de la précision a peu d'intérêt pour nous. Elle a peu d'intérêt parce qu'en fait, il nous suffit de dégager des tendances. Est-ce que la tendance est négative, c'est-à-dire l'air est de plus en plus pollué? Eh bien, cela nous suffit pour agir. C'est-à-dire on se soustrait à la question du seuil, à la question de la norme, parce qu'au fond, il ne s'agit pas, quand on pose une norme, en fait, on s'acculture à l'idée qu'on peut accepter d'être empoisonné, mais jusqu'où? Donc, en fait, c'est une manière, petit à petit, de nous faire accepter l'inacceptable. Et donc, par exemple, il y avait une série de conférences qui a nourri cet exercice, et il y a une conférence qui a été donnée par Isabelle Roussel, qui est une action de prévention sur la qualité de l'air, qui tente d'instaurer une qualité de l'air et qui déclarait la norme a tué la plainte. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a une norme, eh bien, on n'a plus la nécessité d'exprimer, d'expliciter, de raconter sa plainte. Et donc, en fait, l'histoire de la pollution, elle est faite grâce aux plaintes. C'est-à-dire, dans les archives, les gens qui étudient l'histoire de l'environnement peuvent citer un certain nombre de plaintes tout au long de l'histoire et faire cette histoire de l'environnement. Aujourd'hui, quelqu'un qui émet une plainte s'adresse par exemple à sa mairie et en fait on délègue ou pas une équipe qui va dire finalement les normes sont respectées, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, et puis les plaintes ne sont pas notées, ne sont pas archivées. Donc ça pose un réel problème. Donc cette phrase est très forte pour moi, la norme a tué la plainte. Donc également, souvent on nous renvoyait la question de la précision des capteurs, mais en fait c'était un faux problème. Il suffit, je répète, qu'il y ait une tendance négative pour qu'il y ait nécessité d'agir et donc d'améliorer la qualité de l'air ou bien de changer les comportements, les comportements qui nourrissent qui engendrent cette mauvaise qualité de l'air respiré. Donc il y avait ces débats sur les capteurs et donc les normes comme je viens de l'expliquer, quoi. Il y a aussi on a un travail sur la création plastique dans cet exercice qui est en lien avec des échanges subjectifs. En fait, on demandait de produire une image qui puisse informer, qui puisse informer l'usager de la qualité de l'air qu'il a respiré, des solutions envisagées, de manière à le rendre plus conscient de son exposition et de modifier éventuellement ses comportements. En fait, au départ, il y avait une hypothèse qui était, tout simplement, on s'est rendu compte que l'information rationnelle ne suffisait pas pour changer les comportements. On a beau savoir que l'air est pollué, on prend quand même sa voiture. Donc, en fait, la réponse, je dirais, de l'État, elle est plutôt coercitive, c'est de faire circuler les voitures paires ou interdire les voitures, etc. Donc là, il s'agit d'autre chose, c'est de travailler avec la subjectivité des gens, et bien sûr, sans manipuler les émotions. Il ne s'agit pas de faire, comme sur les paquets de cigarettes, fumer tu et de mettre des choses horribles, donc ça, ou respirer tu même. Il ne s'agit pas du tout de ça, mais de bien travailler. Qu'est-ce que c'est travailler avec la subjectivité de l'usager? Donc voilà les enjeux, en gros, de cette pratique. Et donc, on a... depuis 4 ans qu'on fait ce travail, on a rencontré un tas de milieux différents, que ce soit
des boulangers, par exemple, que ce soit des gens qui font des soins, onglerie, et choses comme ça, que ce soit des gens qui font des toilettages pour les animaux, les coiffeurs qui, de proportion d'asthmatiques chez les coiffeurs, totalement incroyable. Enfin, finalement, un tas de situations très, 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 comme ça, singulières, et dans lequel on révèle finalement une vraie agression par la mauvaise qualité de l'air, quoi. Donc en gros, dans cet exercice-là, on a tenté de mettre en jeu les subjectivités et la participation des usagers. Parce que sans participation, je pense que pour l'usager, il s'agit d'être actif et d'agir subjectivement et bien sûr rationnellement. Mais donc c'était des enjeux comme ça. Donc voilà un exemple très très pratique où on a essayé de mettre en place cette méthode une méthode de design des milieux. Mais en fait, dans le livre, vous parlez des pollutions ordinaires. Et avec l'exemple effectivement de la respiration, enfin de l'air. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez un angle d'attaque, si je puis dire, sur toutes les pollutions ordinaires. Alors bon, c'est un exemple parmi d'autres, j'imagine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Mais peut-être que Marie voulait ajouter quelque chose. Non, je voudrais juste réagir sur la question de la norme, parce que du coup, moi, j'opère dans un milieu où la norme a raison de tout, donc un espace extrêmement normé, extrêmement normatif, où on a le sentiment qu'il y a une espèce de gouvernance par les nombres, où on voudrait que n'existe que ce qui se dénombre. Et l'un de nos chantiers en ce moment, c'est dans l'évaluation des projets, de réussir à faire apparaître d'autres indicateurs qualitatifs qui aient autant de poids que ceux qui se mesurent par une mesure chiffrée, qui est celle qu'on aime dans mon milieu comme dans d'autres d'ailleurs, mais à l'hôpital peut-être encore plus qu'ailleurs. Et cette norme dont tu parles dans la pollution de l'air qui a tué la plainte, nous, elle nous étouffe parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux patients, il y a eu un petit peu de progrès dans les échelles de la douleur, par exemple, pour quantifier la douleur. On ne sait pas encore quantifier le bien-être. Et quand on leur demande de quantifier dans les questionnaires de sortie le bien-être, en gros, ils peuvent cocher 3 cases, quoi. Et c'est tout. Ou alors, ils ont un bonhomme qui sourit, un qui est moyen et un qui n'est pas du tout bof. Donc, il y a un enjeu aussi là-dessus pour faire exister d'autres projets qui ne peuvent pas s'apprécier par des évaluations chiffrées. Et je pense que des espaces de recherche comme le vôtre peuvent justement produire de nouvelles recommandations que nous, on essaye aussi du coup de porter en interne, et on a besoin de soutien sur cette question de la norme parce que du coup, elle étouffe les projets. Et on a le sentiment du coup d'être toujours affaibli dans cette question, mais comment vous l'évaluez? Mais ça, c'est un truc au doigt mouillé, vous êtes partie prenante, etc. Ne peuvent pas exister ces indicateurs qualitatifs parce que comment est-ce que tu dénombres en fait le sens au travail? Comment est-ce que tu peux... alors, il y a des RH qui vont dire qu'il y a plein d'indicateurs RH pour quantifier le plaisir, le sens pris au travail, sur les arrêts maladie, etc. Machin. Mais comment est-ce qu'on fait exister d'autres espaces d'appréciation de ce dont on dispose, de ce que le projet a amené et a déplacé au-delà des indicateurs formels que l'hôpital sait déjà produire? Comment est-ce qu'on arrive justement à donner autant de valeur et d'importance à ces indicateurs non chiffrés qui, nous-mêmes, nous prennent à la gorge, quoi. Moi, j'aurais juste envie de... Enfin, je vois qu'il y a une question. Ce que je trouve étonnant, c'est que quand on est questionné par rapport à l'échelle de la douleur, quand on va voir le médecin pour une urgence, moi, je me rappelle, on m'avait soumis, il y avait 10 chiffres. Donc 1, c'était 0, 0, et puis 10... insoutenable. Pourquoi est-ce que le bonheur, il y a 3 chiffres, et pourquoi pas 10? C'est pas de nuance. Ben oui. Je vois qu'il y a une question. C'était plus un témoignage par rapport à une expérience plutôt vécue en tant qu'ergonome sur la question du ressenti et de comment on met en place des indicateurs sur le ressenti au travail, sur le sens au travail, sur des tas de choses comme ça. Il y a une règle de 3 un peu qu'on s'impose en tant qu'ergonome, c'est ce qu'on mesure, ce qu'on observe
Et ensuite, ce qu'on peut vérifier dans les chiffres et ce que l'on nous dit aussi. En fait, à partir du moment où on a une corrélation entre ces 3 facteurs, ce que l'on nous dit, ce que l'on mesure et ce que l'on observe, on peut valider ça, en tout cas dans la littérature scientifique en ergonomie, comme étant un indicateur fiable et qui n'est pas forcément soumis à la norme, en fait. Voilà, la norme étant juste une valeur seuil, qu'il est bien de respecter, mais qu'il est mieux de dépasser. Voilà. Merci pour cette remarque. Y a-t-il des questions ? Bonsoir. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc tout d'abord, c'est vraiment très intéressant, une intervention dans un milieu comme un HP, et très particulier, j'imagine. Donc déjà, est-ce qu'il y aurait des exemples d'interventions concrètes en tant que designer? Le concret, c'est intéressant. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment les sujets et les objets ou les dispositifs créés ont été choisis. Par qui, comment est-ce que c'est venu par les patients, les équipes, vous-même proposez, enfin un peu comment le sujet émerge. Comment les équipes prennent-elles possession de ces idées dispositifs? Est-ce qu'il y a une résistance? Comment ça se met en place? Ou est-ce qu'il y a finalement une appétence dans ce milieu qui est particulier? Et est-ce que vous allez jusqu'à proposer même au niveau de... Alors, on voit que vous restez bien sûr extérieur, donc pas de connaissance des pathologies psychologiques et autres, j'imagine. Mais on sait qu'en milieu HP, donc a priori, il y a beaucoup d'interventions par la chimie et pas encore assez par d'autres méthodes que l'on retrouve à l'extérieur. Est-ce qu'un designer est entendu ou peut proposer d'autres solutions qui viendraient de l'extérieur, enfin, amener justement vers une vraie évolution enfin, voilà. Est-ce qu'on va jusqu'à proposer des solutions aux médecins avec un regard extérieur voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, mais merci. Je vais prendre 2 exemples concrets pour vous répondre. Je vais commencer par la deuxième partie. Donc, il y a 2 ans et demi, on a introduit le sujet du son et de la musique en psychiatrie. Introduit. C'est-à-dire, on avait fait passer un appel à manifestation d'intérêt en interne par mail à nos 5500 collègues pour dire, alors il y a la musicothérapie, il y a la musique d'ambiance avec des mauvaises radios ou des mauvaises télés, et qu'est-ce qu'il y a entre les deux, sachant qu'il y a des gens qui ont des hallucinations auditives, les entendeurs de voix dont on parlait tout à l'heure, qui souvent entendent du coup leur radio toute la journée pour calmer ces voix intérieures, qui souvent en plus leur disent plutôt des choses pas bien. Et que l'acoustique dans les espaces n'est pas pensée et que toutes les deux on connaissait l'IRCAM et ce qu'on y fait, on se disait il y a une rencontre qui n'a pas eu lieu mais qui pourrait être formidable. Donc on a proposé, à l'époque c'était donc un workshop, NC Beaux-Arts du Mans, son master design sonore chapeauté par l'IRCAM, un workshop qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans maintenant dans 8 services pendant 2 semaines. Donc on avait recruté en gros ces 8 services sur la base des appels à manifestation d'intérêt, des gens qui disaient dans les services de soins, des médecins comme des soignants, on en a envie, on ne sait pas trop ce que c'est mais ça a l'air intéressant. Donc le miracle des workshops NC partenaires a eu lieu, c'est-à-dire que 2 semaines après il y avait des très bonnes idées, une analyse vraiment fine des étudiants, parfois des maquettes fonctionnelles, parfois des maquettes de principe, mais déjà assez convaincantes. Et en gros, le lendemain, quand on s'est retrouvés avec tous nos partenaires internes, ils ont dit et alors maintenant, vous les installez quand? On peut prendre rendez-vous pour la livraison, tout ça. Ils voulaient tout.
Ils voulaient tout parce que ça avait été construit sur le terrain, sur la base d'observation, avec les équipes, avec les patients, qu'il n'y avait aucune idée délirante, c'est un peu paradoxal pour moi de dire ça, mais tout était complètement adapté et même parfois providentiel dans certains des services. Il y avait des choses pour les enfants, pour les adultes, qui travaillaient sur l'anxiété, sur le bien-être, sur confort, se sentir bien, apaisé, blablabla. Bon. Je vais vous passer un peu les détails, je vais en venir à... Donc, c'est pas possible de faire 8 projets, et en plus, dans les 8, il y en a beaucoup qui se recoupaient, et en tant que tel, il fallait encore un peu les faire mûrir. Donc, 1 an plus tard, on en avait fusionné 8 en un. Le 1 en question, c'était de se dire que le scénario, c'était que la musique... c'est pas nous qui le disons, hein. Y a des gens très pointus à l'IRCAM qui travaillent sur le son et les émotions, la relation entre le son et les émotions. Et chez nous, on avait identifié des praticiens hospitaliers, donc des médecins, qui menaient des recherches aussi sur les relations entre son, musique et émotion. Donc, on a proposé un dispositif qui est comme, alors qui n'existe encore qu'au stade de concept aujourd'hui, parce qu'on va devoir le tester dans un cadre clinique bien particulier, qui est une enveloppe sonore. Donc qui est, comme on peut dire au début, c'était une alcôve, parce qu'on était parti sur une espèce de curiosité architecturale de couloir chez nous où il y a des petits renfoncements dans lesquels souvent les patients viennent se blottir. Parce qu'il y a beaucoup besoin chez nous plus les patients vont mal, plus ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et donc, ils étaient bien dans ces petites alcôves. Donc, la première idée, c'était d'équiper ces alcôves d'un dispositif acoustique pour les rendre habitables et pour les rendre bienfaisantes et sécurisantes. Parce qu'aujourd'hui, elles étaient en tant que telles que des niches dans des couloirs. Et c'est une idée qui a énormément plu, à la fois parce que en fait, on pouvait à la fois travailler sur le contenu sonore qui était diffusé, qui n'était pas forcément qu'un mini jack laissé au hasard du téléphone portable que les patients n'ont pas toujours sur eux d'ailleurs, ou d'une playlist Deezer ou Spotify avec une randomisation, qu'on pouvait aussi proposer un contenu sonore, une création sonore, qui même éventuellement pouvait s'adapter aux constantes des patients, parce qu'on peut mesurer l'anxiété des patients. Il y a un certain nombre de la pression artérielle, le rythme cardiaque, qui indique en fait qu'on est en phase de montée vers la crise. Donc qu'on pouvait aller jusqu'à générer donc une musique, un contenu musical qui s'adaptait au niveau d'anxiété des patients. Donc ça, c'est pour le contenu sonore. Mais dans la manière de le recevoir, parce qu'on ne peut pas dissocier le contenu sonore du contexte dans lequel on l'écoute, et que ça, à l'hôpital, personne ne sait travailler sur la qualité d'écoute, et ben on pouvait travailler justement sur ce qui était avant une alcôve et qui est devenu aujourd'hui, c'est encore pas tout à fait précis, une sorte d'enveloppe qui est une petite micro-architecture qu'on peut déplacer, parce que nous, on est dans une tension permanente à la recherche de locaux, donc on ne peut pas dédier une salle à ça, il faut que ça puisse se déplacer, mais qui fait qu'on est dans un habitacle. Et cet habitacle, les patients le découvrent. Donc tout ce que je vous raconte, c'est le fruit de longues réunions successives et progressives avec des équipes de soins qui se sont emparées de ce scénario et qui veulent le tester dans un service. Donc notre idée phare, c'est de dire que ce petit habitacle, on peut l'utiliser pour les patients qui sont en montée d'anxiété à la place de médicaments qu'on appelle chez nous les 6 besoins. Tous les patients prennent 3 fois par jour des traitements très lourds, des neuroleptiques, des antipsychotiques, etc. Mais on leur garde aussi une petite réserve de médicaments anxiolytiques en cas de crise d'angoisse. Et c'est de se dire, là, cette réserve de médicaments anxiolytiques, on ne va pas en avoir besoin parce qu'on va pouvoir utiliser ce petit habitacle sonore qui a pour vocation de moduler l'anxiété des patients. Donc, comment est-ce qu'on est passé d'un workshop de l'ENSI avec des concepts dans 8 terrains différents, très différents, 8 terrains qui n'avaient pas du tout les mêmes questions, à un concept qui a vraiment mûri suite à des réunions successives avec tant les équipes IRCAM, ici à l'ENSI Roland-Cahen, Beaux-Arts du Mans, et nos équipes de médecins et de soignants. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus un projet qui s'inscrit dans une pratique soignante, donc des infirmiers, que dans un projet médical, parce qu'en fait, les soignants, c'est eux qui sont au contact quotidien des patients. C'est eux qui voient les patients monter en crise d'anxiété. Le médecin, il voit les patients, alors il a quelques observations générales, mais il les voit surtout en rendez-vous. Donc on a beaucoup plus, je cite cet exemple parce qu'il est plus démonstratif et qu'il y a un lien avec l'école, mais il y a quelques projets qui commencent à suivre ce cheminement-là,
où du coup on est à la porte de la pratique, soignante. On n'est pas intrusif dans la pratique soignante. Le scénario est co-construit avec, et ne peut être que d'ailleurs qu'on construit avec des soignants, parce que eux connaissent les situations qui sont génératrices d'anxiété. Par exemple, avant ce qu'on appelle la sismothérapie, avant un examen de sismothérapie, ce qu'on appelle plus prosaïquement les électrochocs, les patients sont extrêmement stressés. Donc systématiquement, on va leur donner des anxiolytiques. On sait identifier et objectiver les moments générateurs de stress. Mais il y a aussi plein de moments dans la journée où les patients qui sont encore hospitalisés, qui sont encore aux phases aiguës, ont des poussées de stress de toutes sortes, des conflits avec d'autres patients, une permission de sortie qui finalement n'a pas été accordée, ou toute autre situation frustrante qui est à ce stade de leur état et intolérable pour eux, génère de l'anxiété et donc éventuellement une crise et donc éventuellement une mise à l'isolement et des prises de médicaments, etc. Donc on s'arrête à cette... Je vous décris tout le scénario, mais on s'arrête à cette porte dans une construction commune où nous, on apporte à la fois une expertise sur ce que peut être... Donc, ce n'est pas nous là-bas, mais c'est les collègues de l'IRCAM, ici de Roland-Cahenne, qui savent construire cette création sonore, cette composition. Nous, on va apporter toute la réflexion sur la composition de l'habitacle. Qu'est-ce qui fait que l'enveloppe est sécurisante et rassurante et pas enfermante, énervante, mais qu'est-ce qui fait qu'on va s'y sentir bien. Donc là, dans ce contexte, on est vraiment à la porte. Ce sujet, je dirais quand même qu'il a créé des petits qui nous ont échappé, là, pour le coup, dans un projet de recherche médicale. On avait repéré, à Sainte-Anne, il y a aussi un bâtiment qui s'occupe des neurosciences, tout ce qui est neurologie, neurochirurgie et tout ça. On avait repéré une équipe de neuroréanimation qui commençait à utiliser des stimuli audio dans la détection des zones encore actives du cerveau des patients dans le coma, en réanimation. Et qui s'intéressait du coup à cette question du son et de la musique et ce qu'on pouvait faire avec. Donc on avait repéré cet intérêt chez eux, conduit par une activité de recherche. Et à l'IRCAM, on avait repéré, du coup, des chercheurs, donc là, plutôt informatique, musicale, acoustique et tout ça, qui s'intéressaient aux sons, relations entre son et les émotions. Et ben là, on a fait plus un mariage, qui n'était pas forcé d'arriver, mais qui a eu lieu. Ces gens-là se sont par notre intermédiaire présentés. Les 15 premières minutes, on maîtrisait encore la conversation et après, on était plante verte avec ma collègue Karine parce que ça a commencé à parler d'hypothalamus, de stimuli et tout ça. Donc là, on était un peu largués, mais on a vu que des gens de milieux complètement différents se comprenaient et comprenaient comment ils allaient pouvoir combiner leurs compétences. Donc on peut intervenir dans ces cas-là en tant que marieur. Le projet nous échappe et c'est très bien. Mais du coup, aujourd'hui, ça débouche sur un projet de recherche qui s'appelle Sound for Coma. Et du coup, je vais en venir à un deuxième très bref promis exemple de projet qui nous permet en fait aujourd'hui de concevoir des chambres acoustiques, enfin ça s'appelle comme ça, dans notre futur hôpital de neurosciences, parce qu'il y a un bâtiment qui est en cours de construction aujourd'hui. Et donc il y a 3 chambres, 2 en réa et 1 en hospitalisation, qui vont être équipées d'un système acoustique intégré dans les murs. On peut faire que ça que quand on a la chance de construire un nouvel hôpital, dans lequel les équipes de recherche IRCAM et Neuro-Sainte-Anne vont pouvoir tester l'impact, en fait, c'est ça leur question de recherche, de l'environnement sonore et le stress qu'il génère dans la qualité du réveil des patients. C'est-à-dire que les patients de réanimation, ils peuvent souffrir, et ils ne le disent pas parce qu'ils sont dans le coma, mais ils peuvent aussi être très stressés. Et pareil, à part en neuroimagerie, on ne peut pas du tout objectiver, ça ne se voit pas sur le visage. Et pourtant, ça se ressent après, quand les patients se réveillent, d'un stress qui s'imprime à long terme. Et donc la piste de recherche, c'est de dire que l'environnement sonore de l'AREA, qui est très intrusif, si vous avez déjà vu des séries télévisées, ou malheureusement si vous avez été en réa, c'est très très pollué sur le plan sonore. Ça accompagne les soignants la nuit, quand ils dorment, ils entendent encore les bip bip. Et cet environnement sonore, il a un impact fort sur donc le stress accumulé par les patients post-traumatiques après un accident, un AVC ou quoi que ce soit, qui sont dans le coma. Donc voilà comment cette question nous a complètement échappé et qu'elle sert un projet là pour le coup médical dans lequel nous on n'a plus notre place, on a très vite été plante verte, mais en même temps ça a permis ce rapprochement, le projet en cours. Et je donnerai du coup un dernier exemple pour parler de cette appropriation des... Il n'y a jamais eu de situation où en fait on a dû choisir des objets. En fait, les objets, ils sont issus d'un processus commun depuis le début, donc il n'y a pas vraiment
un moment où il y a une adoption, une situation donc mon exemple, ça va être un projet en cours, donc toujours dans cet hôpital spécialisé en neurosciences. On a un sujet en ce moment qu'on a initié, mais qui est issu d'une démarche préalable, sur la place des accompagnants dans les services, qui est une question qui n'est pas résolue, chez nous comme ailleurs d'ailleurs. Accompagnants qui sont toujours dans le couloir, qui gênent, qui n'osent pas déranger, un jour qui tapent quelqu'un tellement ils en ont marre de ne pas avoir de réponse, et tout ça, et tout ça. Donc les accompagnants, c'est une source de gêne, mais ça peut être une ressource aussi pour les soignants. Donc quand on a initié ce sujet, on a proposé de mener une enquête dans les services auprès des familles, les fameux accompagnants, enfin qui ne sont pas que les familles d'ailleurs, et des professionnels, donc les soignants, tout le paramédical et les médecins, pour comprendre à quel moment il y avait gêne, à quel moment il y avait ressources, quelles étaient les zones où on pouvait encore s'améliorer. Donc on a construit très très progressivement le sujet avec des moments d'atelier où on proposait des idées, souvent des idées d'ailleurs que les soignants eux-mêmes ou les familles nous avaient suggérées, qui n'étaient pas forcément des choses qu'on avait amenées nous, qu'on avait commencé à maqueter. Et donc on a avancé en fait à trier un petit peu les idées dans la perspective d'une amélioration des relations avec les accompagnants. Et aujourd'hui, on a 2 concepts qui vont être testés dans les services et qui ont été propulsés par les équipes soignantes qui les portent. Un sur la question de l'information, ce qu'on a appelé l'information située. Il y a beaucoup d'informations qui sont données aux familles quand le patient est admis, au moment où on est le moins à même de les intégrer. Donc on met des fascicules dans une poche ou tout ça. Et d'ailleurs, ces fascicules ne disent pas tout. Ils disent éventuellement les horaires, mais ils ne disent pas ne pas donner à manger. Il y a plein d'informations qui passent à la trappe. Donc on a proposé avec eux un concept de diffusion d'une information située dans l'espace. Donc un certain nombre d'informations qu'on trouve à l'entrée, d'autres, et pas les mêmes qu'on trouve dans la salle d'attente, et d'autres, et encore pas les mêmes qu'on trouve dans la chambre. En fait, au moment où la situation peut se présenter. Et en fait, ces informations, qui sont plutôt diffusées sous forme de conseils, c'est les soignants qui les ont écrits. On a fait des ateliers d'écriture pendant le mois de juillet. On a réécrit en fait tout ce qui était les règles tacites, parfois délivrées à l'oral, mais là ça dépend de la personne qui est de garde ce jour-là, parfois pas du coup. Du coup, si vous voulez, comme les acteurs, on va dire, du projet sont très tôt intégrés dans le projet. En fait, l'adoption, elle se fait vraiment au fil de l'eau. Il n'y a pas un moment où ils doivent, comme dans Tournée-Manège, choisir, dire oui ou non. En fait, ça s'opère. Les projets, ils sont propulsés par les équipes. Nous, on est là pour la traduction des idées en projets. Ce n'est pas nous qui portons les projets, ce ne sont pas nos projets. Donc, en soi, il n'y a pas ce phénomène de choix, en fait. Il y a une sélection qui se fait progressivement, mais tout au long du projet et par les équipes elles-mêmes, dans lequel nous, encore une fois, on n'est que traducteurs, soutien, support, et où après, on teste les choses qui ont été, encore une fois, propulsées par les équipes, et on les évalue, et si elles ont bien marché, on décide de les poursuivre, ou sinon, on les corrige, et tout ça. Donc, c'est tellement intégré, en fait, qu'il n'y a pas vraiment ces jalons de choix, d'animation, d'adoption. Ça se fait vraiment dès le début et au fil de l'eau, quoi. Donc, du coup, nous, notre position, on n'est pas du tout les porteurs de projets. Hein. On est des soutiens, des supports, des traducteurs. Comment l'hôpital transforme la posture du designer, là, on est en plein dedans. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces indications et ces exemples. Peut-être avez-vous d'autres questions en ce qui concerne... C'est vrai que Marie, c'est une source. Mais peut-être avez-vous envie de replacer peut-être des choses plus au niveau théorique. Enfin, vous avez dû comprendre, effectivement, si vous n'avez pas regardé le livre encore, si vous ne l'avez pas encore feuilleté, qu'il y a une partie théorique un peu forte sur effectivement la notion du care. Oui, et en fait, à l'intérieur du livre, il y a énormément d'exemples de mise en application, en fait, de cette notion de care, dont Marie est... À toi non, vas-y. Alors, en fait, c'est un peu le principe d'une force centrifuge, c'est-à-dire qu'on a, enfin, après la partie théorique,
On est parti vraiment du care dans son sens le plus médical, enfin le soin vraiment dans le milieu auquel on l'associe la plupart du temps, c'est-à-dire le milieu hospitalier, où là donc il y a la présentation du travail de Marie et puis celui de Barbara B et d'Anne-Laure Desflaches, enfin entre autres, hein, dans le travail fait à la fabrique de l'hospitalité au CHU de Strasbourg. Et puis ensuite, bon, il y a d'autres expériences qui sont celles de nos étudiants à Nancy, des milieux qu'ils ont découverts, en particulier une maison d'accueil spécialisée de malades de la maladie de Huntington, qu'on appelait avant la danse de Saint-Guy. C'est des maladies neurodégénératives assez terribles. Hein. Et en même temps, par rapport auxquelles de très belles choses ont été faites. Oui, voilà, c'est ça. L'association Ding Dang Dong, mais j'ai plus le nom en tête de Marie Rivière, comment elle s'appelle? Tu sais, celle qui la porte. Oui, voilà. Qui a vraiment... parce que, en fait, la particularité de cette maladie, c'est que comme c'est une maladie génétique, on peut être porteur sain. Et donc, elle a, par exemple, le travail qu'elle a fait, elle, contre les normes, le poids des normes, ça a été de refuser l'assimilation qu'elle a vécue elle-même, puisqu'elle est porteuse du gène, entre porteur de la maladie et malade. Et le jour où elle a fait le test lui indiquant qu'elle portait ce gène, elle s'est sentie soudain traitée comme malade, donc comme personne en sursis, puisqu'à partir du moment où la maladie se déclare, il y a à peu près 15 ans de vie en bonne santé. Enfin, c'est assez inéluctable, mais on ne déclare pas forcément la maladie. Et donc, elle a vraiment creusé cet intervalle entre le savoir qu'on porte un gène et déclarer la maladie, en disant, mais là, il y a une nouvelle vie possible, une nouvelle individuation, enfin, comme je disais tout à l'heure, où on peut la penser comme un surcroît de vie, comme un surcroît de vitalité, et non pas comme une sorte d'antichambre de la maladie déclarée. Et elle a monté l'association Ding Dang Dong, voilà, Émilie Herman, et elle fait plein de choses. Donc elles ont fait des spectacles, elles ont travaillé, elle a écrit, elle a produit une écriture littéraire, ils ont travaillé avec des danseurs, des chorégraphes, enfin... c'est vraiment un très très beau travail, avec la philosophe Catherine Sojou aussi, qui a travaillé aussi sur la dimension philosophique de la question. Et pour revenir à mon livre, en fait après on est passé dans une partie où là on s'éloignait de ce milieu hospitalier, et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient des choses formidables aussi dans cette approche un peu du care. Par exemple, Pascale Criton, qui est une compositrice qui travaille actuellement à l'Institut des jeunes sourds et qui travaille sur l'initiation ou la perception de la musique par les sourds. Donc elle a mis en place d'une part des outils d'écoute solidienne, c'est-à-dire d'écoute par les os. Donc ce sont des sortes d'instruments, sortes de cannes sonores, des tables vibrantes, qui permettent aux jeunes sourds d'appréhender le son via la vibration. Et elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a travaillé sur la représentation mentale qui pouvait se faire des sons. Et donc leur apprendre à distinguer les sons, les musiques, les nommer, inventer des mots, inventer des descriptions. Et elle a réussi à les amener jusqu'au point où ils ont mis en musique un film des Shadocks. C'est-à-dire vraiment arriver au moment où non seulement on arrive à comprendre à peu près ce que c'est que cette chose étrange qui est destinée a priori au monde des non-sourds, mais en plus c'est un univers qu'on peut s'approprier et qu'on peut manipuler soi-même. Et on a travaillé aussi avec... on a invité des danseurs, dont Clint Lutz, qui était invité par Patrick Bosset, mais aussi des autistes aussi, ou des aidants ou des parents d'autistes
qui travaille sur les possibilités sensorielles des autistes, et en se demandant, par exemple, leur capacité par rapport à Internet, ou une mère qui s'était rendue compte que son fils avait appris à lire tout seul, ce qui est quand même assez étonnant. Et en se disant, mais à partir des capacités de ces jeunes, est-ce qu'on ne peut pas inventer non seulement des outils ou des aides pour les autres autistes, mais aussi des manières de faire pour tout le monde, avec l'idée que la marginalité n'est pas un moins, n'est pas quelque chose qu'on a en moins par rapport aux autres, aux normalités, mais est une différence qui peut être de l'ordre d'un plus, et qui peut développer des procédés, des méthodes atypiques. Et ensuite, on est parti dans la dimension qui était portée, par exemple, par Pierre Garner, sur plus innovation sociale, sachant que le terme innovation sociale a vraiment une connotation. On ne parle pas l'innovation sociale, ça veut dire qu'on croit en une sorte de projet technologique qui se finalise d'une certaine manière. Donc, bon, vous connaissez peut-être déjà Pierre Garner qui, je crois, intervient ici. Voilà. Et ensuite, on est passé dans le volet dont Patrick Bossé a parlé avant, cette question des microluttes, et dans les espaces de vie ordinaires, qui effectivement passent là par vraiment des inventions complètement singulières, de l'ordre d'un dialogue qui était vraiment pas du tout une approche générique, mais vraiment de l'ordre d'une rencontre construite par chaque designer. Voilà. Merci pour ce résumé. Alors Pierre Garner, en fait, est diplômé de l'ENSI. C'est pour ça qu'on le connaît bien. Non, il n'est pas directeur de projet, mais bon, il a beaucoup à faire déjà avec son agence. Helium Studio, c'est une agence qui travaille en France, mais aussi à l'international. Ils ont énormément de projets, en fait. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui sont très enrichissantes. J'espère que vous en avez tiré beaucoup de connaissances. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous remercie vraiment d'être venu dans ces conditions si difficiles en termes de transport, difficultés de transport. Et bien sûr, je remercie les personnes qui sont venues aussi jusqu'à nous. Et je tiens à vous dire qu'on va marquer une pause là, en fin d'année, en début d'année. Mais nous aurons une prochaine édition le 4 mars, le mercredi 4 mars, à 18h30. Et ce sera très, très différent parce que ce sera consacré à une revue qui s'appelle Joséphine, qui est une revue de l'espace de l'art contemporain plutôt, mais qui fait quelquefois quelques incursions dans le domaine du design. Et nous avons donc Pierre Doumontier, qui est le créateur de cette revue, qui viendra nous en parler. Lui-même est artiste et enseignant. Et nous aurons aussi Clémentine Chambon, qui est designer, qui a enseigné ici à l'école avec François Zambour, et qui a été en résidence de recherche ici à l'ENSI. Et dans cette revue, justement, elle présente son projet, elle nous livre son projet, et elle sera accompagnée de David Bianic, qui est designer, qui est maintenant maître de conférence à Paris 1, et qui a été enseignant aussi ici, et qui va justement dans cet article, traite plutôt des choses en relation avec le numérique. Donc vous pouvez déjà retenir cette date du 4 mars. Voilà, eh bien je vous remercie à tous d'être venus. Et si vous avez quand même quelques questions à poser en aparté, c'est toujours possible. Merci à vous.